Tels étaient les souhaits du président Emmanuel Macron en avril, au cours d'un long entretien accordé à nos confrères d'RMC et Mediapart. 8 mois après, la colère des Gilets jaunes succède entre autres à celle des cheminots de la SNCF ou encore des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, à moins de 2 jours d'un 4e week-end de mobilisation de celles et ceux qui se sentent abandonnés par le pouvoir, les derniers de cordée pour reprendre une formule présidentielle. Où en est le dialogue social en France? Le mouvement des Gilets jaunes ne montre-t-il pas une déliquescence du syndicalisme dans le pays? Et surtout, que font nos voisins européens en la matière? Y a-t-il des modèles à suivre? C'est le sujet qui nous occupe jusqu'à 20h30 sur RFI, en direct de Paris. Soyez les bienvenus dans Décryptage. Et avec nous en studio, Jean-François Chantaro, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes délégué général de Odyssée, organisation du dialogue et de l'intelligence sociale dans la société et dans les entreprises. Vous êtes également consultant à Odys, Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale. En quelques mots, pour nos auditeurs, une définition de l'intelligence sociale? C'est la capacité à comprendre le lien social et à le transformer dans le sens de la recherche de l'intérêt collectif. Et quand on est dans le débat public, c'est l'intérêt général. Et avant toute chose, et avant de réagir aux propos d'Emmanuel Macron, quelles sont les caractéristiques, les principaux paramètres du dialogue social à la française? Eh bien, c'est pas compliqué, il suffit de regarder le système politique centralisé, dialogue social centralisé. Quand on compare le dialogue social dans l'ensemble des pays d'Europe, on voit qu'il y a un parallèle avec le système politique à chaque fois. Donc on a en France affaire à un acteur qui décide de tout, avec un État qui est omniprésent, avec un pouvoir exécutif qui a la main sur le législateur et le législatif, avec au sein de l'exécutif un couple entre le chef de l'État et le chef de gouvernement qui est dominé par le chef de l'État, c'en est presque risible, tout le monde se dit oui, il faut que le chef de gouvernement protège le chef de l'État, enfin le chef de gouvernement il doit gouverner. Et le chef de l'État, il doit présider l'État. Et donc il y a deux rôles différents, et en fait en France tout est fusionné. Et donc à l'intérieur de toutes les organisations, que ce soit les organisations sociales, syndicales et patronales d'ailleurs, ou que ce soit à l'intérieur des entreprises, c'est toujours la même chose. On a affaire à une fusion de ces deux rôles, pouvoir temporel, spirituel, celui qui dit le juste, celui qui prend les décisions, tout ça est mélangé. Et donc au moment où on doit débattre, eh bien on confond les valeurs et les faits. On confond ce qu'il faudrait faire dans l'absolu et ce que l'on peut faire en réalité, et on n'arrive pas à s'entendre. Donc une omniprésence de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre paramètre qui caractérise le dialogue social, si j'ose dire, à la française, c'est la culture de la lutte, la culture d'une ambiance conflictuelle? Oui, c'est pour la raison que je viens de vous indiquer. On n'arrive pas à dissocier ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, ce vers quoi il faut tendre, absolument, ce qui est juste, ce qui est bien, et ce qu'il est possible de faire au regard des contingences. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut avoir affaire à des acteurs qui disent « Ah ben oui, c'est pas possible, mais c'est bien, alors on le fait quand même. » Ou bien « C'est mal, mais c'est la seule chose qui est possible, donc on le fait pas. » Eh bien, quand on n'arrive pas à dissocier comme ça les arguments les uns des autres, à dissocier les faits les uns des autres, pour construire un raisonnement global qui inclut tous les faits en provenance de tous les acteurs, toutes les propositions en provenance de tous les acteurs, eh bien on n'arrive pas à comprendre au fond le problème. Et à ce moment-là, ça veut dire que chaque acteur est fondé à réfléchir de son côté, puisqu'il n'y a pas de réflexion collective. Et en réfléchissant de son côté, il va chercher ses propres informations, construit son propre raisonnement, définit ses propres conclusions, et on arrive à porter tout seul ses conclusions contre les autres qui font pareil, qui définissent d'autres arguments, d'autres raisonnements, d'autres conclusions, et à ce moment-là, c'est raisonnement contre raisonnement, c'est proposition contre proposition, et jamais d'échange, pas de croisement des arguments, pas de croisement des raisonnements, et quand on raisonne chacun de son côté, on ne peut pas construire un raisonnement collectif, et au bout du bout, c'est les uns contre les autres.